nationaliste. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, c'est dimanche. Et ben dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Ceux qui ont raté les temps forts de l'actualité cette semaine, Info 7 se rattrape pour vous donner les temps forts de l'actualité commentés par Steve Mbikaï, qui est député national et président du Parti travailliste. Et ben, il a d'autres qualités, il vous le dira. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Steve Mbikaï. Vous êtes encore, à part président du Parti travailliste. Oui, ces derniers temps, quand j'interviens, c'est plus en tant que coordonnateur de la nouvelle classe politique et sociale, en tant qu'opposition nationaliste, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques que je représente. Je préfère parler en tant que porte-parole de l'opposition nationaliste. Ok. Voilà, nous commençons cette émission par des félicitations d'abord à nos fauves qui ont... pas, je veux dire bien battu, mais bon, égalisé. Ils ont fait match nul avec les Hirondelles du Burundi, mais ça nous permet quand même d'accéder à la suite de la compétition. Donc, merci à nos fauves. Et nous allons commencer cette émission par ce qui se passe en France. Steve Mbikaï, parce que, comme vous ne le voyez pas, le monde est devenu un petit village. Donc, tout ce qui se passe ailleurs nous touche directement ou indirectement. Steve Mbikaï, la toile est déchaînée depuis le vendredi, je crois, où il y a eu fusillade à Paris, surtout les Congolais. En tout cas, il y a beaucoup de points de vue. Il y en a qui disent qu'on n'a pas. Ce qui se passe en France, eh ben, c'est tout à fait logique. C'est la suite de la politique étrangère de la France. Ben, ils sont là en train de payer leur politique étrangère. Ben, les Congolais disent on n'a pas à compatir devant cela parce qu'il y a déjà en RDC 8 à 9 millions de morts. Alors vous, en tant qu'intellectuel, Steve Mbikaï, quelle est votre lecture de ce qui se passe en France? Doit-on compatir ou non au malheur de la France ou doit-on rester impassible? Oui. On ne peut pas ne pas compatir quand il y a mort d'hommes, surtout des innocents dans ces conditions-là. On peut compatir. D'ailleurs, je dois commencer par présenter mes condoléances aux familles des gens qui sont éprouvés, mais aussi à la France. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est un peu l'excès de zèle des Congolais. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est similaire à ce que nous vivons ici à l'est de la République, je crois à Bougnan aussi, à Béni, oui, à Béni, où les gens sont vous avez l'impression que les Congolais en font un peu trop sur un peu trop, parce que quand on tue les gens à Béni, je vois pas les gens changer leur profil de Facebook, mettre Béni. La faute revient peut-être un peu à vous aussi, politiques congolais. Vous ne vous mettez pas au devant de la scène. Quand quelque chose se passe en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a un jour où Steve Mbikaï, vous êtes sur la toile, vous et nous, est-ce qu'il y a un jour où Steve Mbikaï a mis ce profil, le profil des morts, et il a demandé aux gens de suivre, que les gens ont refusé? Vous laissez la place aux autres, les Français sont là, ils pleurent leurs morts, vous n'allez quand même pas empêcher les Français de pleurer leurs morts. C'est à nous, Congolais, de pleurer nos morts. C'est aux Français, aujourd'hui, de parler de Béni, plus que nous-mêmes, Steve Mbikaï. J'ai pas besoin de changer mon profil, mais sur Facebook, tous les jours, je ne fais que prêcher le patriotisme, le nationalisme au Congolais. C'est tout ce que je fais. Vous savez, nous sommes trop aliénés, en tout cas, comme j'ai toujours dit au niveau de la NCPS, que nous sommes toujours colonisés politiquement et surtout culturellement. C'est comme ça que les gens se complaisent à dramatiser ce qui se passe ailleurs, oublier ce qui se passe ici. Moi, je trouve ça un peu anormal. Mais s'il faut revenir aux faits, parce que les gens sont sous émotions, ne veulent pas analyser les faits de façon froide, objective. Je crois que j'ai suivi un peu toutes les chaînes de la France. Je trouve que tout le monde est à côté. En France, on est à côté. Il faudrait que le peuple français fasse pression sur les dirigeants français, de gauche et de droite, pour qu'ils revoient la politique étrangère. La France a essayé de copier un peu les États-Unis d'Amérique qui sont toujours va-t-en-guerre. Donc, parce que les États-Unis, sur plus de 2 siècles de vie, n'est-ce pas, ils ont fait plus de tiers de leur vie, ou bien plus de la moitié de la vie dans des guerres comme ça. Et l'Occident vit des guerres, en fait. Les guerres profitent à l'Occident. Mais aujourd'hui, ils ont créé des situations ingérables dans le monde arabo-musulman, n'est-ce pas, avec tout ce qu'ils ont fait comme invasion en Libye, en Irak, en Syrie. Eh ben, ils sont à la base des Occidentaux, notamment les Américains, à la création islamique,
qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'État islamique a été créé suite à l'invasion des États-Unis, n'est-ce pas, en Irak. Il y a eu combinaison de Moudjahidine avec Al-Qaïda, ils ont créé l'État islamique. Ils ont commencé à être à 5000 en 2006. Aujourd'hui, ils sont à 150 000. Donc, nous sommes tous menacés. Il y a Boko Haram à côté. Le fait pour la France, vous savez qu'en 2011, il y a eu un embargo contre la remise des armes à la rébellion syrienne. Mais en 2012, la France a continué en cachette à envoyer les armes, n'est-ce pas, vers la Syrie. Certaines armes tombent sur le nez des terroristes et qui viennent avec. C'est une conséquence, en fait, de leur propre politique. On ne peut pas, voilà, c'est une turpitude. Hein. Moi, je crois qu'il faut aller en profondeur. Et le monde entier, aujourd'hui, est menacé par ce terrorisme. À côté de nous, nous avons Boko Haram. Les armes que la France a parachutées en Libye et le fait que Mohamed Kadhafi a été éliminé, on a laissé pratiquement un couloir. Toutes les armes ont été récupérées par Boko Haram. Aujourd'hui, c'est la terreur partout. Moi, je crois que, plutôt que de se dire je suis Charlie, je suis France, il faut condamner cette politique étrangère de l'Occident qui vit des guerres. Parce que sans des guerres, l'Europe va tomber. Bon, c'est vrai que nous devons condamner l'Occident, Steve Nika est tout à fait d'accord, mais notre propre responsabilité à nous, Congolais, ce qui se passe à Goma, on nous fustige d'ailleurs, beaucoup disent, nous les journalistes congolais, nous ne faisons pas notre travail, nous ne parlons pas de Béni, nous ne descendons jamais sur les terrains pour parler de Béni. Notre propre responsabilité, c'est vrai que les Occidentaux ont joué un rôle, mais il y a aussi des fils du pays qui sont des traîtres, entre guillemets, qui laissent périr ou pourrir la situation pour vendre des armes et qui tirent profit aussi des conflits qui sévissent à l'Est. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher le nationalisme au niveau de la nouvelle politique sociale. Ça nous manque beaucoup. Vous voyez par exemple en France, avec ce qui est arrivé, vous ne voyez pas les gens se condamner mutuellement. Si c'était chez nous, vous verrez que les gens commencent à se condamner. Le pouvoir dira peut-être l'opposition est complice, l'opposition va dire l'État n'a rien fait, ils sont incompétents. Mais j'ai vu qu'en France, d'abord, tout le monde s'est mis ensemble. J'ai vu aujourd'hui Sarkozy à l'Élysée avec François Hollande. Tout le monde est unanime pour condamner cet acte. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, nous devons faire un grand travail pour créer le sentiment patriotique chez nos compatriotes, pour qu'ils sentent que le Congo nous appartient à nous tous. On n'a que 50 pays. Il faut compatir avec nos malheurs. 6 millions de morts, non, on ne sent rien. On tue les gens à Béni. On n'entend pas les messages de condoléances et des officiels et des privés. La toile a bougé. On a vu Hollande réagir presque le même soir. Tout est soufflé. Il était au stade de France. Il suivait les matchs. Mais quelques minutes après, il était sur les chaînes de télévision et parlait. On dit, nos autorités ne parlent jamais quand il y a massacre. Quelle est cette autorité congolaise qui est sortie pour assumer et parler au peuple congolais? Mais nous condamnons ces mutismes. C'est pourquoi moi j'ai dit que nous avons toutes nos pensées tournées vers l'extérieur, le Congolais, que ce soit les citoyens, soit les politiciens, tout est vers l'extérieur. Ce qui s'est fait au pays, on n'en tient pas compte. Vous n'avez qu'à voir, et surtout nous sommes colonisés même par les médias occidentaux. Exactement. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Occidentaux, les États-Unis, France, ils dépensent des milliards pour que nous suivions leurs médias? C'est pour nous conditionner. Et ça, c'est la conséquence de cette colonisation mentale à travers leurs médias, leur propagande. Ici, par exemple, tout le monde sait que le président syrien, c'est un Satan. C'est à cause de quoi? Les médias occidentaux. Alors que eux, avant d'éliminer un chef d'État, quelque part, ils commencent par le diaboliser à travers les médias. C'est le cas de Kadhafi. Kadhafi était considéré comme quelqu'un qui tuait son peuple. Ce qui était faux. C'est le cas, par exemple, même si je ne suis pas d'accord avec lui, le monsieur de Zimbabwe. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il est au pouvoir depuis très longtemps. Mais on le diabolise parce qu'il dit non occidentaux par rapport au pillage des richesses. Vous comprenez? Il faut que nous puissions comprendre que nous devons nous libérer de cette domination des impérialistes pour défendre nos États. Parce que s'ils font la guerre partout, cette guerre engendre des injustices. C'est comme ça qu'on recrute des fanatiques. On leur démontre les conséquences des misères qu'ils subissent, qui viennent du fait que leurs richesses sont exploitées par les autres. Et ces jeunes gens sont comme ça fanatisés et sont prêts à tout. Hollande a dit qu'il va aller en guerre contre l'État islamique. Mais c'est du bluff, ça. Il va le combattre comment? C'est une nébuleuse. On a frappé la France pendant que le monde est en émoi et ils sont contents.
ils ne vont pas frapper demain. Parce que je vois partout, en Italie, en Belgique, en France, la sécurité s'est réveillée. Mais que non, ils vont attendre après un temps pour frapper encore. Donc il faut revoir la politique mondiale, l'Occident, pour pouvoir combattre réellement les causes qui engendrent le terrorisme. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir donc cette rétrospective proprement dite par le dialogue. Nous vous proposons le point de vue de la SENCO et du relationniste Martin Ziakwa. La SENCO estime urgent de rappeler son point de vue exprimé au président de la République lors des consultations organisées en vue du dialogue national. Le point de vue de la SENCO se résume dans les 2 points suivants. Primo, le rappel du fait que le dialogue est une voie royale et pacifique de sortie des crises. Il est un élément constructif de tout système démocratique. Secundo, la nécessité de souligner que ce dialogue devrait se dérouler dans le respect absolu du cadre constitutionnel et institutionnel en vigueur. En clair, pour la SENCO, ni dans son déroulement, ni dans ses conclusions et recommandations, le dialogue ne peut énerver directement ou indirectement la lettre et l'esprit de la Constitution de la République, ni ignorer les institutions républicaines prévues par elle. Cela implique notamment que, primo, toutes les parties s'engagent à respecter la Constitution et les institutions de la République. Secundo, aucune transition ne soit organisée car contraire à la Constitution. Tertio, aucune institution extraordinaire ne soit créée. Et quarto, les délais constitutionnels concernant l'organisation des scrutins soient respectés. Quant au calendrier électoral, la SENCO avait proposé un réaménagement dans l'ordre suivant. Élections provinciales, élections législatives et présidentielles en 2016. Dans ces conditions, les élections locales, municipales et urbaines pourraient se tenir en 2017 en se donnant ainsi le temps et les moyens de mieux les préparer. La présomption autour du glissement, voilà la crainte qui divise les opposants s'agissant de la convocation du dialogue, a tenu à souligner Martin Ziakwa. Cet internationaliste estime que pour dissiper tout malentendu, la majorité au pouvoir devrait prendre son courage et dire si elle est favorable au glissement, ce qui n'est pas un tabou. Quant au crédit accordé à ce dialogue, Martin Ziakwa pense que ce sont les résolutions finales qui comptent. Au regard du déchirement auquel on assiste au sein de la classe politique, notamment au sein de l'opposition, le plus important ne consiste pas simplement à convoquer le dialogue, mais plutôt à s'assurer que de ce dialogue pourra résulter des résolutions avec un engagement clair quant à leur application pour préserver la stabilité institutionnelle, la paix et la sécurité, mais surtout favoriser, n'est-ce pas, l'élan de persuader ceux qui sont restés, n'est-ce pas, au bord du chemin, de rejoindre le train. Ce qui déchire, c'est la présomption autour du glissement. Et je pense donc que le glissement n'étant pas un tabou, il faut que la majorité ait le courage de dire si elle plaide effectivement pour le glissement et quels sont les motifs, n'est-ce pas, pour lesquels elle estime que le glissement s'impose, et à l'opposition alors de réagir, mais dans un esprit de préserver, n'est-ce pas, la paix. L'appel à l'union des acteurs politiques, voilà ce à quoi Martin Ziakwa fait allusion pour réussir le pari de la crise politique qui gangrène la RDC depuis un certain temps. Steve Biquet, vous êtes député national. Est-ce que l'appel à ces dialogues ne signifie-t-il pas un tout petit peu l'échec des institutions classiques, si je peux me permettre l'expression? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir échoué dans votre travail de député national? Non, je pense que c'est l'échec de ceux qui ont la mission de diriger le pays.
Par là, j'entends le chèque de la majorité au pouvoir. Parce que nous avons la Constitution dans notre pays qui nous donne, qui est pratiquement notre tableau de bord, que nous devons respecter tous. Il s'est fait qu'à partir de 2006, donc avant les élections de 2011, la majorité a préféré tricher avec nos lois en faisant une précipitation dans la modification de la Constitution pour passer de 2 à 1 seul tour, pour des raisons bien connues, parce que elle savait que si on part aux élections de 2 tours, au second tour, la majorité échouerait quand elles se mettraient ensemble. Tout est parti de là, parce qu'on devait en principe organiser les élections des députés provinciaux le même jour avec, je crois, le deuxième tour des élections présidentielles. Comme on a mis un seul tour, c'était devenu impossible. D'où l'ouverture au glissement, ce qui a fait que on n'a pas pu organiser en cause d'élections provinciales, sénatoriales et de gouverneurs. Et là, déjà, on a violé la Constitution. On a commencé à glisser. Parce que je vois aujourd'hui les gens dire non au glissement. Mais nous sommes pas dans le glissement. Mais le glissement n'est pas un tabou. On a déjà glissé, en fait, comme l'a dit Martin Ziakaou, qu'on nous dise officiellement et avoir le courage de dire nous glissons, maintenant arrangeons les choses. Mais nous sommes dans la glissade. Mais c'est la majorité qui est dans le glissement. Parce qu'il y a une différence entre glissement et glissade. Le glissement est pratiquement programmé. Parce que quand vous voulez glisser dans les skis, vous glissez volontairement. Mais la glissade, on tombe sans avoir voulu glisser. Donc nous autres, on se met dans la glissade. Et ceux qui l'ont programmé est dans le glissement. Et ce glissement-là commence depuis 5 ans. Je vois les gens dire non au glissement, respectons la Constitution, mais elle est violée. On glisse déjà. En dépit du glissement, n'est-ce pas, du Sénat, Assemblée provinciale, le gouverneur, nous sommes maintenant en plein glissement du processus électoral. Vous êtes parce pour le dialogue. On devait avoir. Vous êtes pour le dialogue, Steve Mbikaï? Je vais arriver. Oui. Vous avez suivi Martin Ziakaou, il a dit l'important, ce sont les résolutions qui doivent sortir de ce fameux dialogue. Et on sait, en République démocratique du Congo, quand les politiques se mettent autour d'une table, au finish, il y a un gouvernement. C'est ça. Vous n'avez pas peur qu'au finish, il n'y ait que ça, en fait, le partage du gâteau? Je vais y arriver. On devait avoir élection provinciale en octobre 2015. Et là aussi, je crois que la CENI doit restituer l'argent de caution qu'on avait payé pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas garder l'argent comme ça, sans restituer. C'est une des questions que je vais soulever, parce qu'il ne faut pas... Les députés provinciaux, c'est $500. Oui, 500 000 francs congolais par liste, il faut rembourser. Le fait qu'il n'y a pas cette élection, déjà, nous sommes dans un glissement du calendrier électoral qui va entraîner un glissement en cascade des autres scrutins. Mais parce que je dois commenter les éléments, parce que j'ai vu d'abord la réaction de l'Église catholique, que j'ai trouvé très sage. Qu'on fâche la non, d'abord, on doit respecter la lettre et l'esprit de la Constitution. D'abord, l'Église vous dit que le dialogue est une voie royale et pacifique pour résoudre les problèmes. Et après, elle pose les préalables. C'est ça le comportement que tous les acteurs devaient avoir. Oui au dialogue, mais dans le respect de la Constitution, même si elle est déjà violée. On veut seulement dire dans le respect de l'acte d'élection du chef de l'État. C'est ce qu'on veut dire en fait. Parce que la violation est déjà là, la Constitution, le glissement est là. Donc voilà, il fallait qu'on ait des préalables. Et ce que j'ai suivi, pour moi, c'est le cahier de charge de l'Église catholique. Chacun va amener son cahier de charge. Et quand on va se rencontrer après débat, on va tomber dans un consensus. Et c'est ça. Et nous, l'opposition, la loi, autant notre statut, nous oblige de passer par voie de dialogue et concertation pour résoudre les problèmes. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le dialogue. Donc les institutions classiques ont échoué parce qu'elles ne parviennent pas à résoudre les problèmes. Absolument. Donc, absolument, c'est clair. Mais qui entretient cet échec? Parce que ce n'est pas possible, le Congo. Vous êtes quand même des intellectuels, Steve Mbikaï. Le Parlement est entouré de 500 intellectuels. Le gouvernement, et ce sont des surdoués. Mais qui entretient l'échec? On ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, ça échoue. Non, comment on peut évoluer d'échec en échec dans ce pays? Comment pouvez-vous soutenir que nous avons un gouvernement des surdoués? Mais c'est faux. Est-ce que vous pensez, vous, que ce gouvernement est surdoué quand il commence un projet et après, au milieu, vous dit que je n'ai pas les moyens? Même vous, madame, est-ce qu'une femme qui n'a pas été à l'école,
peut inviter les gens dans sa maison, dire voilà, j'ai offert à manger, et mettre de l'eau pour faire du foufou sur la plaque. Et après, un temps, il vous dit, j'aime pas des foufous. Est-ce que c'est une femme intelligente? Elle est surdouée? C'est ce qu'a fait le gouvernement. Il a commencé avec le découpage territorial. Mais tout d'un coup, il vous dit, il n'y a pas d'argent pour élire les gouverneurs. Mais ça, c'est une incompétence notoire. Et par rapport à ça, en principe, il fallait des démissions. Mais voilà qu'on est bloqué maintenant. Et on va faire référence à la Cour constitutionnelle qui vous dit qu'il faut des mesures exceptionnelles. Et on invente une mesure illégale et anticonstitutionnelle dénommée les commissaires spéciaux. Donc nous sommes dans un flou terrible parce que c'est quoi? Il faut s'arrêter pour mettre fin à tout ça. En discuter. Ceux à qui on a donné le pouvoir pour le faire, on montre les limites. Voilà pourquoi maintenant ils font appel à nous autres, à tout le monde, pour qu'on se mette ensemble afin de corriger les choses. Et nous disons-nous que le dialogue est important. Pourquoi? C'est pour arrêter le glissement. Parce qu'il y en a qui vous disent qu'aller au dialogue, c'est glisser. Mais parce qu'on glisse déjà. Il faut l'arrêter. Comment on va arrêter le glissement, madame? Parce que quand nous partons au dialogue, il y a aujourd'hui une divergence d'approche par rapport au calendrier. La majorité voudrait que on commence par l'élection locale, municipale et urbaine. Et nous, à l'opposition, nous pensons qu'il faut commencer par les élections les plus importantes, même si elles sont toutes indispensables. Commencer par faire les présidentielles, provinciales, nationales, et puis élections nationales, le même jour, en 2016, en octobre, c'est possible. Mais pour tomber d'accord, on doit discuter. On doit discuter. Nous poursuivons, mesdames et messieurs. Oui, ce deuxième condensé est consacré à la publication du rapport de l'OIF. Nous allons rester dans le domaine des élections sur l'audit du fichier électoral. Et comme à l'accoutumée, notre rédaction a réfléchi à haute voix sur le bicéphalisme des partis politiques en République démocratique du Congo. Beaucoup diront qu'en politique, le rouge peut devenir noir et le noir être considéré blanc. Tout dépend des objectifs poursuivis. En RDC, on excelle dans cet art et parfois on le fait mal, sans élégance et voire sans éthique. Les derniers événements marquant l'exclusion du groupe 7 de la majorité présidentielle en dit long. Pour rappel, après le départ des leaders du G7 de la majorité présidentielle, membres du gouvernement et cabinet avaient déposé leur démission, embrassant ainsi les idéaux et préoccupations des leaders des partis, à savoir la poursuite du processus électoral, le respect de la Constitution et la problématique du troisième mandat du chef de l'État. Des préoccupations jugées fondamentales par le G7, mais pas par certains membres de leur parti. Ne partageant plus les mêmes convictions, les membres et cadres des partis du G7 ont été exclus de leurs partis respectifs, une décision ayant pour conséquence l'abandon des sièges à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais que n'a-t-on pas vu? Des ministres s'accrocher à leurs fonctions, députés et sénateurs collés au siège du Parlement, caractéristique des personnes en manque d'éthique politique. Aujourd'hui, ces mêmes individus ont pris l'option de créer zizanie et confusion dans la sphère politique du pays. Ils réitèrent l'appartenance de leurs partis respectifs à la majorité présidentielle, alors qu'eux-mêmes sont exclus de ces formations politiques. Pire encore, ils oublient qu'il leur a été demandé de démissionner des différents postes qu'ils occupaient sous les labels des partis concernés, sinon de les désavouer. Chose qui a été faite en vue de préserver leurs intérêts et opportunités égoïstes et exclusifs. Voilà une preuve d'inconstance et des manques de loyauté. Aujourd'hui, ils disent appartenir à la majorité présidentielle à travers les partis avec lesquels ils sont en totale désharmonie. Pour preuve, leurs pieds ne fouleront jamais le siège des partis pour lesquels ils bombent les torses. Au demeurant, la Constitution encore en vigueur interdit les dédoublements nominaux des partis politiques. Le spectacle désolant qui s'est produit à la quasi-indifférence d'éminents, dit-on, juristes, professeurs des universités ne semble émouvoir personne. La population, elle, observe attentivement, elle attend venir son temps pour s'exprimer. Steve Beka, le spectacle que nous montrent aujourd'hui les partis politiques, c'est quand même un peu décevant. Aujourd'hui, il y a presque dédoublement de grands partis politiques. Il y a 2 ARC, il y a 2 MSR, il y a 2 MLC, il y a 2 doublements. Et pourtant, selon la loi, cela est tout à fait illégal.
Alors, quelle est votre lecture Oui, avant d'y arriver, madame, je vais dire d'abord un mot sur le sujet du dialogue, pour conclure. Notamment, Mais vous comprenez les appréhensions de ceux qui disent non au dialogue, qui disent que non, ça ne sert à rien ce dialogue? Non, malheureusement, ils sont maintenant des marginaux. Ils sont très minoritaires dans la classe politique congolaise. Et d'ailleurs, ce qu'on entend avec beaucoup d'entre eux, ils vont nous rejoindre au dialogue. Dès qu'il sera convoqué. Il n'y a plus d'anti-dialogue aujourd'hui. En coulisses, ils sont d'accord, mais il faut le trouver de voies et moyens pour ne pas perdre la face, pour nous rejoindre au dialogue, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ils parlent d'article 64, mais on va en parler. Je voulais dire que nous voulons arrêter le glissement commun en nous mettant d'accord avec la majorité pour qu'on ait seulement une seule journée électorale en 2016. Tous les moyens et tout le temps focalisés sur ça. Le temps qui va précéder, c'est pour enrôler les nouveaux majeurs, revoir le fichier et tout ça. Comme ça, tous, on se focalise sur une seule journée électorale. Et pour y arriver, il faut discuter avec le pouvoir, nous mettre d'accord, d'où mettre fin au glissement. Et les autres n'ont pas d'alternative. Ils vous disent, il faut aller négocier avec le tripartite, opposition majorité, ce qui est une aberration, dans la mesure où nous avons déjà récusé le bureau de la CENI depuis longtemps. On est mal injuste contre ces bureaux. Ces bureaux, il est connu qu'ils roulent pour la majorité, et c'est clair. Et pour nous, le bureau fera partie du point à traiter au dialogue pour le reconstituer dans de bonnes conditions. Ok? Alors, eux pourront attendre. Quand on aura fait notre dialogue, il y aura une CENI, alors ils iront dialoguer là-bas avec la CENI, qui est une organe technique, donc ça n'a pas de sens. Par rapport au dédoublement, alors? Oui, et d'un côté, enfin on va vite, j'allais parler un peu de l'article 64 qu'ils évoquent pour refuser le dialogue, parce qu'ils disent qu'ils vont l'appliquer. Non, mais c'est... Que dit cet article? L'article dit que tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou d'individu qui vous tenterait de s'imposer au pouvoir par la force. Ok, une chose est de vouloir, l'autre est de pouvoir. Qui est capable de le faire facilement aujourd'hui? Il faut commencer d'abord par des tests. Exemple, dire aux gens, comme on glisse lundi à Ville-Morte, pour qu'on sente que vous avez la capacité de mobiliser la population pour faire ça. Ou alors faire un meeting, faire le plein de martyrs, ça de martyrs. Or, aujourd'hui, la plupart des gens qui le déclarent n'ont pas la capacité du fait que beaucoup d'acteurs politiques sont pour le dialogue. La majorité des députés, sénateurs, des partis politiques, sociétés civiles. Comment est-ce que tu peux mobiliser sans société civile, sans église, sans syndicats et autres? C'est impossible. Mais en Burkina Faso, c'était d'abord le mouvement citoyen qui était à l'avant-plan. Je vais seulement demander aux amis qui étaient contre le dialogue de venir au bon sens. Et d'ailleurs, en plus, ils sont d'accord. Mais officiellement, on les attend pour que tous ensemble, qu'on aille traiter des questions de la nation autour d'une table. Maintenant, par rapport... Au dédoublement des partis, le G7 est-il... Vous l'avez accueilli à bras ouverts dans l'opposition. Le G7 est-il vraiment aujourd'hui réellement, fait partie réellement de l'opposition? Non, mais il faut commencer par dire que l'article, je crois l'article 4 de la loi, pourtant c'est l'opposition est clair, est opposant celui qui n'est pas dans l'exécutif et qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Il n'y a personne qui peut se mettre comme ça à nommer les gens opposants ou pas opposants. Mais tout simplement, il faut dire, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas pour prétendre, n'est-ce pas, reprendre l'opposition? Que non, parce que le G7, en fait, le G7 est là où il est, malgré lui, parce qu'ils ont été exclus de la majorité. N'est-ce pas? Ce n'est pas par leur bon vouloir qu'ils s'opposent au système. Donc, ils sont pour le système, mais on les a mis dehors par le camarade. Mais aussi, les ténors de G7 sont responsables de ce que j'ai condamné ici. Le passage, d'abord le passage de 2 à 1 tour. Parmi eux, il y a eu le ténor, n'est-ce pas, de ce combat à l'époque. Moi, je ne cite pas les gens, ceux qui me suivent sauront de qui je parle. Ok? Mais ils ont tué la démocratie en faisant ça. En janvier passé, par rapport à la loi qui était décriée, eux étaient des champions pour défendre ça. Mais aussi, madame, G7 a une épine dans son pied. C'est quoi? Ce sont ces gens-là qui ont tué des milliers de Congolais en 92. Ceux qui sont responsables du cimetière, le long du rail entre Lubumbashi et Kananga. Qui ne changent pas. Si le G7 s'est rendu compte de ses erreurs, mais Tshisekedi l'a bien fait. Tshisekedi était avec Mobutu. Il a été même co-signataire de charte du manifeste de Lancelé, mais en 79 ou vers les années 80, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il a changé. Pourquoi vous ne donnez pas ce bénéfice du doute au G7 de dire que nous, ça ne va pas? Et bien, il change le fait de changer
ne pas vous dédouaner des mots que vous avez commis en étant dans le groupe. C'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas changer. C'est lui qui a fait tuer les Biloulous par milliers, enterrés en brousse entre Lubumbashi et Kananga, ne pas d'un coup devenir tout blanc parce qu'il a quitté, il est maintenant dans G7. Non, moi je crois qu'ils ont encore le temps, n'est-ce pas, pour prouver ce dont ils sont capables. Mais qui entretient le bicéphalisme, Steve Mbikaï, dans ce pays? Ça, c'est le propre de la politique congolaise, c'est-à-dire, parce qu'au Congo, les gens ne suivent pas des idées. Les gens suivent les privilèges et les hommes. Vous n'avez qu'à voir, même les plateformes qui se créent ici, eux à la majorité à l'opposition. C'est sur base de quoi? Si réellement le G7 était avec les gens de la paix sur base d'une idéologie, ils n'allaient pas aller à l'opposition. Vous ne le ferez jamais en France. Un parti de gauche, quand ils sont à gauche, à l'opposition, quitter, aller à la majorité ou vice-versa. Non, parce que ça, leur combat est fondé sur une idéologie. Or, ici, vous prenez le parti dont vous parlez, hein, comme ARC et MSR. ARC, c'est un parti de droite. C'est un parti libéral. MSR, c'est un parti de gauche. Comment peuvent-ils être ensemble? C'est impossible. Et même aujourd'hui, au niveau de la majorité, la même chose. Vous prenez à l'opposition, vous prenez SID, eh bien, vous prenez l'UNC. Ils prêchent les deux partis, des idéologies tout à fait opposées. Qu'est-ce qu'ils mettent ensemble? Que rien. Ils sont autour des hommes, autour des avantages. Et dans ces conditions, c'est normal que les gens gravitent partout. Ils ont leurs intérêts. Parce que nous, par exemple, au niveau de l'EPT, tous les jours, on le démontre, nous avons une idéologie connue, conçue par nous, qu'est-ce que nous appelons le solidarisme africain. Et notre plateforme NCPS est basée sur quoi? C'est une doctrine, le nationalisme intégral, politique, économique et culturel. Avant d'adhérer, on discute. D'abord, soyez de gauche et après nationaliste. En ce moment-là, on peut être ensemble pour longtemps. Mais les autres, là, on peut beau changer, on ne peut pas les condamner parce qu'ils ne défendent pas des valeurs idéologiques bien connues. Okay, voilà pourquoi il y a instabilité politique au Congo. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous nous rendons donc au Sénat et à l'Assemblée nationale. Plus de détails dans cet élément. Léon Kengo Adondo avait réservé la primeur de leur rencontre avec le chef de l'État aux sénateurs. C'est fait depuis ce lundi matin au cours d'une brève communication aux élus des élus. Pas de date avancée, mais la confirmation de la volonté du président de la République de la tenue d'un dialogue incessamment. Le peuple congolais est conscient des prochaines électorales. Et dès lors qu'il va y avoir des élections organisées, il y a un besoin de mettre tous les animateurs politiques du pays autour du État, de sorte à ce que de manière inclusive, on fasse un calendrier électoral qui satisfasse à toutes les obligations. Le chef de l'État a reçu les deux chefs du Parlement, les deux présidents, et il leur a annoncé dans un délai très court que nous allons avoir le dialogue. Joseph Kabila veut le dialogue pour un processus électoral apaisé. Le président de la République a réitéré ce vœu ce dimanche. Le chef de l'État recevait alors les délégués de la société civile. Auparavant, le président de la République avait amorcé la même démarche auprès des membres des confessions religieuses et de la SYNCO. À quelques heures du match retour, comptant pour la phase retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, tous les états-majors de football sont en ébullition. Ils tiennent à tout prix à la réussite de cette rencontre. C'est la raison des échanges entre le comité national de soutien aux léopards et le speaker de l'Assemblée nationale, Obeminaku. Le numéro 1 du comité national de soutien aux léopards, Raflo Ali, se dit globalement satisfait de la réponse du président de l'Assemblée nationale. Et on a été voir le président de l'Assemblée pour lui demander sa contribution, la contribution qui fera beaucoup de choses à la préparation de notre équipe. Il nous a promis qu'il va parler avec son handicap pour qu'on puisse avoir ça mensuellement. Et je crois que c'est une très bonne chose de sa part. Nous attendons à ce que la population soit nombreuse demain au stade, c'est parce que c'est gagné d'avance d'ailleurs.
C'est gagné d'avance. On a gagné le match aller et pourquoi pas ne pas gagner le match retour. C'est gagné d'avance. Alors on demande à ce qu'on soit nombreux pour soutenir nos vaillants léopards. Rappelons que cette rencontre va se disputer ce dimanche au stade de Martyrs au coup de 15h30, heure de Kinshasa. Steve Bekay, le chef de l'État, l'a dit, il y aura dialogue. Hein. Il a commencé déjà à reconsulter pour ces dialogues. Et les points à l'ordre du jour sont connus, c'est beaucoup plus basé sur la loi électorale, les élections et tout ça, le financement des élections. Mais on a l'impression que, personnellement, ou peut-être une grande opinion aussi, que vous, en tant que député national, vous êtes l'organe budgétaire, vous savez, vous gérez les budgets, vous discutez sur les budgets. Est-ce que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, Steve Bekay, est-ce qu'on n'avait pas parlé du financement des élections? Est-ce qu'on n'avait pas interpellé le Premier ministre pour le financement des élections? Non, mais le Premier ministre devait pas seulement être interpellé, mais il devait être posté à la démission pour n'avoir pas respecté l'autorité budgétaire que nous sommes. Parce qu'on a prévu depuis des années qu'il fallait garder 250 millions de dollars pour les élections. Ben, il n'a pas fait. Le pays maintenant est devant un fait accompli, mais il est là, comme s'il n'y avait rien, il n'est pas sanctionné, malheureusement. Donc c'est bien dommage. Je suis au moins satisfait que le chef de l'État ait confirmé la tenue de ce dialogue et donner un peu le résumé de ce qu'il y a comme contact aux consultations pour qu'on se mette d'accord sur le processus électoral, sur les financements. J'ai suivi un débat sur votre chaîne table ronde entre Mme Marianne Bikaï du PT contre Julien Makelele de l'UNC qui demandait à Madame, parce que nous avons proposé qu'on puisse, par exemple, au lieu de mendier l'argent à l'extérieur, parce que nous sommes contre la mendicité et la dépendance à l'extérieur, on peut demander, pour compléter le budget, ce n'est pas suffisant, aux Congolais qui voudraient bien de pouvoir contribuer avec 1000 francs volontairement. Nous, on donnerait plus. Au lieu de commander l'argent à la France, à l'Angleterre, États-Unis, pour que demain on nous impose des choses, des idées et des chefs, non, nous disons non. Nous devons financer seules nos élections. Je dis un jour à une diplomate américaine, ce ne sont pas vos élections pour vous les financer. Arrêtez! C'est pour nous dominer. Nous disons non. Alors, dans ces forums, nous, on va proposer ça. Alors, Makelele a demandé à Madame, comment vous allez faire pour imposer ça au peuple? On n'impose pas. D'abord, ce qu'on va laisser au dialogue, il faut l'amener dans les institutions, par exemple au Parlement. Il faut l'écouler sous forme, par exemple, de loi. Comme nous sommes majoritaires, ceux qui sont pour le dialogue, quand vous prenez UDPS, nous-mêmes, des partis de la majorité et consorts, nous sommes trop majoritaires au Parlement qui sont pour le dialogue. Donc ce qu'on va décider, eh bien, nous, comme nous avons le mandat du peuple, on peut le couler sous forme de loi qu'on va appliquer à tout le monde. Ah, je voulais répondre à notre ami Makelele pour dire ce qu'on va décider au dialogue, en fait, sera coulé au niveau des institutions pour que ce soit applicable, imposable à tout le monde. Bon, est-ce que pour vous le dialogue serait un peu différent des concertations nationales? Parce que absolument. Les concertations nationales, il y a eu des très belles recommandations, mais on a l'impression qu'une infime partie a été mise en application. On n'avait pas l'impression que l'histoire se répète et que ce dialogue, rien de bon ne sortira aussi. Parce que chez Chaudé craint l'eau froide, Steve Bekay, c'est le 40e dialogue, le 40e concertation dans ce pays. Le dialogue. Et au finish, on sait qu'au finish, vous vous battez, vous n'allez pas tromper cette population, parlez devant cette population, vous vous battez pour avoir des postes. On le sait. Oui, le dialogue, on peut en avoir 1000 fois. Mais je vais vous démontrer d'abord la différence entre les concertations et le dialogue que nous demandons. Parce que pour nous, les concertations, c'était pratiquement un congrès de la AMP. Et je suis sidéré quand je vois même les gens qui étaient aux concertations condamner le dialogue. Parce que là, c'était comment? Tout a été boutiqué par la majorité. Le chef de l'État a signé une ordonnance sans nous consulter. Et là-dedans, on a désigné même les gens qui allaient diriger les concertations, les commissions, nature de décision. Et tout aboutissait à quoi? À des recommandations, madame. C'est quoi une recommandation? Elle n'est pas obligatoire. Ni opposable à tout. Non! Quand vous m'envoyez des recommandations, eh bien, on n'est pas appliqué. À la différence qu'au dialogue, on a commencé par des consultations. On a dit aux chefs ce que nous voulons. Donc, on ne fait pas sa volonté. Et puis, nous avons proposé au niveau de la MCPS, en tant que nationaliste, la création d'une commission préparatoire. Et dans cette commission, c'est là qu'on va parler de tout et de rien, notamment du format. On ne doit pas imposer l'ordre du jour, le délai et la nature de décision.
Nous, on voudrait aboutir à quoi? À un accord politique signé par les deux camps pour que ça nous lie. Donc, pas d'amalgame. Le dialogue que nous voulons le vrai est différent de concertation. Moi, je suis fier. Je suis resté pendant 3 ans constant sur le dialogue parce que quand on a refusé la concertation, on avait créé... Vous n'avez pas participé aux concertations? Que non. Nous avons créé ce qu'on appelait Coalition pour le vrai dialogue. Il y avait moi comme porte-parole, il y avait le président Caméré comme... Ça n'existe plus, cette coalition. J'arrive, le président Caméré était la communauté morale, il y avait Younse, il y avait le PT et les autres. Mais subitement, ils ont changé. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont changé. Mais je suis resté dans cette logique jusqu'à aujourd'hui et je suis content et fier que cette idée a abouti. Un jour, après la concertation, j'avais dit à votre consoeur Barbara, sur votre chaîne, qu'il y aura un dialogue. Il s'était moqué de moi. Je lui avais dit, madame, notez la date. Dans ce pays, il y aura un jour un vrai dialogue. Et c'est qu'on va voir. Ce dialogue sera inclusif? Inclusif. Il est inclusif. Sauf que quelqu'un qui ne veut pas dialoguer en démocratie, on ne doit pas le ligoter pour l'amener au dialogue. Mais je vous ai dit que... Est-ce qu'au finish, Steve Mikaï, rassurez cette population. Si aujourd'hui on vous proposait, vous, Steve Mikaï, d'être ministre, on vous offrait un poste, est-ce que vous allez refuser? Non, mais comment me faire un poste dans quelles conditions? Parce que nous avons la Constitution qui est là, qui est en train de courir. Nous avons une majorité qui dirige. Il y a bien eu un gouvernement après les concertations, même quelques mois après. Là, rien n'empêche à ce qu'après ce dialogue, il y ait un il y a eu débauchage. Là, il y a eu débauchage. Donc, on a débauché les gens au MLC qui sont partis au gouvernement. Moi, je suis chef de parti, je peux me faire débaucher. Ok. Dans tous les cas, quand on va dans un dialogue, n'est-ce pas, on ne peut pas prédire la suite. Non, madame. Chacun amène son cahier des charges. C'est en débattant, parce que la dialectique, thèse, antithèse et synthèse, c'est en débattant qu'on aboutit à une conclusion qu'on ne connaît pas encore. Tout simplement, c'est qu'on veut que tout respecte la Constitution. C'est ça le vœu. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il y aura un gouvernement ou pas et tout ça. Et je n'ai pas mentir, moi. Je n'ai pas mentir. Donc, on verra quand nous serons sur place la situation qui est en présence de nous. Qu'est-ce que ça demande? Chacun va discuter. Aujourd'hui, au Burundi, madame, hier, il y a eu vote d'une résolution qui contraint le Burundi à négocier. Je suis le message de Barack Obama adressé au Burundi. Au lieu que nous négocions... Vous accepterez le médiateur, Steve Mikaï? D'accord. Est-ce que le DPS propose un médiateur pour ce dialogue? D'abord, nous, de la nouvelle classe politique et sociale, au PT, en tant qu'opposition nationaliste, nous disons qu'on doit apprendre à grandir. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a des petits problèmes chez nous, qu'on nous envoie un médiateur international. On a vu une crise en Belgique ici. Un an sans gouvernement, on n'a pas envoyé un médiateur international. Après, ils sont mis d'accord. Nous sommes pour vous n'avez pas cette capacité-là vous-même de vous mettre d'accord entre vos politiques? Moi, j'ai la capacité. C'est l'image que vous reflétez de par le monde. Moi, j'ai la capacité. Il y a les gens qui pensent que pour qu'on s'entende, il faut toujours un étranger. Nous, en tant que nationalistes, nous pensons qu'on doit grandir. Mais si il faut que le dialogue, pour être inclusif, et que les autres veulent bien qu'il y ait un médiateur, ça ne nous choquerait pas. On en serait peut-être frustré. Mais on ne peut pas dire non. Vous savez qu'il y a un médiateur au Burundi qu'on avait chassé, international. Ce n'est pas une garantie d'avoir un médiateur international. C'est une question d'avoir la bonne foi dans les deux camps, de s'entendre et appliquer. Cette volonté politique pour que ce dialogue réussisse? Dans notre camp, oui. Cette volonté politique? Chez nous, oui. Chez nous, oui. Chez nous, il y a la volonté. Et aussi, vous savez, il y en a qui disent on ne doit pas dialoguer parce que les gens, la majorité, sont de mauvaise foi. Moi, je n'ai pas besoin de leur bonne foi, d'abord. En politique, chacun a toujours une idée derrière la tête. C'est à nous de déjouer ça, c'est la politique. S'ils amènent et les gens doivent cacher, à nous de déjouer ça. On ne doit pas fuir. Dire non parce qu'on a suivi M. Kinké Moulumba qui a dit qu'il faut que le président Kabila devienne roi du Congo. Ou alors parce que M. Atondo a dit qu'il faut 2 à 3 ans de transition. Mais c'est comme l'a suivi l'Église catholique. Chacun à ses positions avant le dialogue. Et si souvent, on monte les enchères. Mais c'est parce que nous allons accepter. Si à la table de négociation, M. Kinké nous dit que, eh bien, pour lui, le président Kabila deviendra empereur du Congo, son point de vue. On va lui démontrer que le Congo n'est pas un empire. Okay. Ce n'est pas un royaume. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs. Il ne faut pas fuir le dialogue. Voilà. Au Burundi, je le disais, après tant de morts, maintenant,
il y a une résolution votée par l'ONU qui les oblige de dialoguer. Alors nous, au lieu de dialoguer pour ramener la paix, on doit dialoguer pour maintenir la paix, la préserver. Voilà. Écho de nos partis politiques maintenant, mesdames et messieurs, deux partis politiques ciblés, l'ARC, LMP et l'UDPS. Deux jours ont suffi pour les militants et cadres de l'ARC de placer des nouveaux jalons pour un nouveau départ. Pour une toute première sortie, après les turbulences connues, la mobilisation a été totale. Plus de 1500 congressistes avec des délégations venues de l'intérieur du pays afin de prendre part à ces tout premiers congrès du parti placés sous le thème « Arc des origines à ses jours ». Dans un climat de confiance, les participants réunis dans différentes commissions ont réfléchi sur les perspectives pour un avenir meilleur de l'ARC dont l'appartenance à la majorité présidentielle reste indéniable. L'Alliance pour le renouveau du Congo peut s'enorgueillir que durant ces premiers congrès, choisi de continuer à appartenir à la grande famille, la majorité présidentielle, sous l'autorité morale du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Une autre résolution, c'est la restructuration du parti, dévoilée ici par un des congressistes. Les présidents 1. Honorable Guy Mikulu Pombo. Honorable Élisée Monembwe Kamukuma. Monsieur Katende Wandaya. Les congressistes ont pris acte de la révocation d'Olivier Kamitatou. Désormais, c'est le Congrès qui devient l'autorité morale du parti, avec 3 présidents notamment, l'honorable Guy Mikulu, Élisée Minembwe et Katende Wandaya, avec Justin Kambundi comme secrétaire général. D'entrée des jeux, le secrétaire général adjoint de l'UDPS a exprimé l'indignation de son parti suite aux insultes proférées à l'endroit de Etienne Tshisekedi. Joseph Kapika a par ailleurs soutenu qu'Etienne Tshisekedi a consacré le meilleur moment de sa vie sur terre à lutter pour la démocratie, la liberté sous toutes ses formes, les droits humains et la bonne gouvernance. S'agissant du dialogue national, le secrétaire général adjoint de l'UDPS confirme qu'il se tiendra, qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le dialogue se tiendra parce qu'il va de l'intérêt supérieur de la nation. Et croyez-nous, ceux qui font semblant de s'y opposer, ils prendront part. Et l'UDPS réitère son ultimatum et demande que ce dialogue soit convoqué avant fin novembre 2015. L'UDPS insiste sur la médiation de la communauté internationale. Pour Joseph Kapika, ceux qui soutiennent le dialogue ne roulent pas nécessairement pour le glissement. Ceux qui ont initié le dialogue, ainsi que ceux qui le soutiennent, ne sont pas des irresponsables. Ils ne roulent ni pour le glissement et encore moins pour un quelconque troisième mandat. La première résolution du Conseil de sécurité remonte à 2013. Ils n'ont qu'un souci des élections crédibles et apaisées. Et ce dialogue se tiendra car l'avenir de notre pays en dépend. Signalons qu'une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire du directeur général de Africa TV, Esther Abedi, et du mari de Marie-Ange Likoulia. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura dialogue, si bien dit l'UDPS. Alors, Steve Bikai, est-ce que, moi je vous pose la question, est-ce que vous comprenez un peu les appréhensions de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, puisqu'ils se plaignent que le leader Maximo soit aujourd'hui la risée de certains compatriotes, il est insulté du matin au soir, on le traite de traître et tout ça. Est-ce que, mettez-vous un peu à leur place, est-ce que vous comprenez un peu leur point de vue? Oui, je vais dire un mot sur ça, mais d'abord sur les bifacilismes. Je reviendrai sur ça. D'accord. Oui. Non, ceux qui sont en train d'attaquer le président Tshisekedi, ils ont tort. Ils confondent des époques. Ils croient que
il peut prendre sa place en disant non, 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 même de façon incohérente et en l'attaquant. D'abord, on est africain, il faut respecter quelqu'un par son âge. Donc, vous savez qui c'est qu'elle dit, c'est le politicien qui a traversé toutes les générations, inoxydable, qui de son âge a encore le poids qu'il a aujourd'hui sur le plan politique. Donc, chacun peut avoir ses erreurs, mais on doit le respecter. Mais je vois certains partis politiques envoyer leurs gens, créer des petits journaux qui sont dessalés, c'est qu'il dit à sa famille, qui font le militantisme, au lieu de faire le journalisme et tout ça. C'est bien déplorable. Même certains collègues politiciens de l'opposition qui s'attaquent à lui. Vous savez, quel est le comble ici, madame? C'est que beaucoup de leaders politiques au Congo veulent transposer le débat qui est dans la rue en politique. C'est-à-dire, ils sont à l'écoute de la rue. Qu'est-ce qu'on dit dans la rue? Non, pas le dialogue. Tout ça, dans les bus. Et lui, il vient dire, le peuple a dit, non, le peuple est souverain, madame, mais il faut l'éclairer dans sa souveraineté. Le peuple nous a confié une mission de le diriger. C'est pas lui qui nous dirige, mais nous devons nous chercher des solutions à ces problèmes. Mais il faut les écouter aussi. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il faut les écouter. Nous devons chercher des solutions à ces problèmes, lui le peuple, parce que nous faisons la politique avec leur mandat pour leurs solutions. Et ils ont besoin de solutions. Mais des voies pour y arriver, ça c'est nous les politiques. C'est comme ça que vous verrez que les gens parlent comme le vulgaire militant à la télévision pour faire rire, raconter des histoires, s'attaquer, s'insulter. Parce qu'ici chez nous, pour être un bon politicien, si tu es opposant, il faut choquer les autres, il faut insulter, faire preuve d'une maléducation, mauvaise éducation, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais nous pensons que ça doit changer tout ça. Chacun est libre de défendre ses idées. Est-ce que vous partagez la thèse de Steve Bikaï que sans le dialogue, c'est le chaos? Est-ce qu'on ne fait pas un petit chantage à ce peuple congolais que sans dialogue, c'est le chaos? Dites-moi ce qui va se passer si en 2016, on vous dit qu'on maintenant qu'il n'y a pas d'argent pour l'élection présidentielle et puis on dépasse décembre sans élection. Tout d'un coup, il y a une vie juridique parce que le chef de l'État ne sera plus légitime. Souvenez-vous, à l'époque de Mobutu, après son mandat, eh bien, c'était une turbulence terrible ici. Parce qu'il va parler au nom de quoi, en fonction de quoi. Mais il faut prévoir. Et puis, rien que la remise et reprise entre l'ancien et le nouveau chef de l'État, c'est une grande activité, c'est un grand problème qu'il faut résoudre par le dialogue. Parce qu'on l'a vécu ici. Même s'il y avait un beau calendrier, il y avait l'argent, il y avait tout. Mais on peut se rencontrer pour créer, n'est-ce pas, et donc une descente en douceur de l'ancien pouvoir. Pour protéger l'actuel président. Mais la Constitution lui garantit le sénatoriat à vie, non? Mais d'accord, tu peux être sénateur à vie, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas te poursuivre pour certains méfaits que tu as commis auparavant. C'est comme ça qu'en Afrique, beaucoup de chefs d'État ne veulent pas quitter les pouvoirs, parce qu'ils ne sont pas sûrs du lendemain. Si nous voulons commencer un bon départ, on peut faire table rase du passé, on peut se garantir mutuellement pour que réellement qu'il y ait d'abord un changement en douceur. Mais c'est un événement qu'on peut préparer par un dialogue. J'avais vu des amis qui disaient qu'il faut une loi, ne pas pour protéger les anciens chefs d'État. Mais on peut en parler dans ces dialogues. On a suivi le fichier électoral est corrompu et tout ce que vous voulez. Eh bien, quel est le point de vue de chacun sur cette question? On peut en parler. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y aura la fin du monde sans dialogue, mais on va tomber dans une instabilité terrible qui va engendrer beaucoup de choses. Ceux qui disent, par exemple, qu'il faut la violence, il faut la force, article 64, mais ils savent que chaque fois qu'il y a ici activité, il y a des zombies pour boire le sang humain. Il y a ces zombies qui viennent tirer sur la population à main nue, qui aiment bien voir le sang du côté pouvoir. Il y a côté opposition les zombies qui veulent se faire une santé politique dans le compte macabre. Il y a eu 200 morts, 300 morts. Et comme ça, on s'est dit, écoute, comme ça je deviens plus grand. Non, nous à la LCPS. Mais on parle de travaillistes, on dit cette fois-ci qu'il y ait des changements sans qu'il y ait mort d'homme. Sans qu'il y ait mort d'homme. Et c'est pourquoi nous voulons qu'on passe par des voies pacifiques, par le dialogue,
plutôt que par des bras de fer. Pour atterrir en douceur. Donc, par rapport au bicéphalisme, nous avons suivi le congrès de l'ARC LMP. Évidemment, il y a aussi le congrès de l'El Kamitatu qui se tient en ville, si je ne me trompe pas, je ne connais pas très bien l'endroit, mais ça se tient d'ailleurs, ce congrès-là, El Kamitatu. Ce bicéphalisme, ça nous amènera à quoi? Pourquoi ces gens tiennent-ils tellement à rester dans l'ARC? Parce que qu'on le veuille ou pas, le Parti travailliste est votre œuvre, Steve Bekai. C'est votre création. C'est vrai que nous nous battons pour les idées. Mais il n'y a pas de propriétaire du parti seul. Non, mais si aujourd'hui quelqu'un quitte le PT et crée un autre parti qui s'appelle PT, vous allez quand même être choqué. Alors pourquoi ces gens qui ont quitté l'ARC, qui ont quitté le MSR, ne peuvent-ils pas créer un autre parti avec un autre sigle, un autre label? Pourquoi s'accrocher au nom ARC ou au nom MSR? Oui, c'est ça le problème. Ici, c'est un combat impitoyable entre la MP et la MP Light. Parce que... Explicité. MP Light, c'est le G7. G7, c'est MP Light. C'est le combat entre eux. C'est un combat familial. Vous savez qu'ils vont vraiment se faire un combat impitoyable. Prenez le cas, par exemple, de Pierre Lumbi, président du MCR. Ce qui s'est passé, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas arrêter, n'est-ce pas, charger de la sécurité de la présidence et quitter tout d'un coup, commencer à parler comme opposant. Ça, c'est fait pas. Il y a des fonctions qui demandent des retenues. Des réserves. De réserves. Quand on a été dans la sécurité, eh bien, on n'est pas permis de commencer à faire déclarations tapageuses politiques. Non, mais soyons objectifs. Mais vous pensez que l'AMP va laisser l'AMP Light faire ce qu'il fait, parce qu'ils savent que eux, ils ont emporté l'actif du pouvoir. Ils ont co-géré ensemble. Ils ont commis des méfaits ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Maintenant, les autres emportent l'actif des millions qu'on a encaissés et on laisse le passif pour les autres. On dit ils sont des diables. Et voilà pourquoi ils vont s'entretuer. Pour nous, c'est une querelle familiale, madame. Tout simplement. Ah oui, donc ça c'est... Moi, je n'ai pas à m'ingérer. Mais la loi interdit, vous dites que nous soyons objectifs, nous soyons rationnels, mais la loi interdit le bicéphalisme. Absolument. Que fait le ministère de l'Intérieur? Ne peut pas permettre cela dans un État. Absolument. D'ailleurs, Olivier Kamitatu a dit qu'il allait porter plainte contre cela. Entre les deux, il y a un qui aura, n'est-ce pas, raison en justice, et c'est lui qui va garder le sigle. S'il y a dédoublement maintenant, les deux camps vont se référer à la justice. On va voir ce que disent les statuts et ce que dit la loi. Eh bien, il y aura un camp qui sera contraint de changer le sigle. Et le problème se pose au niveau des MCR, ça se pose au niveau de le parti Katangé, là, comment on l'appelle encore, UNADEF, quelque chose comme ça. Ça va se poser un peu partout, hein, parce que c'est un combat entre eux. Nous, on ne peut que regarder, ce n'est pas notre problème. C'est leur famille politique. C'est l'image, c'est vrai que c'est pas votre problème, mais c'est l'image de la RDC qui en pâtit de l'extérieur. Ceux qui nous regardent, d'autres pays ne comprennent pas comment des intellectuels congolais peuvent en arriver là. De tout le temps, c'est à l'opposition, il y a des confusions pareilles. Parce que généralement, les pouvoirs arrivent à créer des tensions, on n'a pas d'opposition. Pour une fois, c'est à la majorité. Eh bien, nous aussi, on peut regarder et rester au cap. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, activités dans nos ministères. Nous avons choisi donc le ministère de la Communication et Médias et le ministère de la Santé. La société Facebook vient de passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre la cybercriminalité sur Facebook. En collaboration avec le ministère des Médias, elle vient de supprimer de ce site 7 comptes usurpateurs des identités de Lambert Mende au Malanga. Affirmation de la représentante Facebook Afrique, Madame Okobi, qui avait promis de combattre ces crimes lors de la dernière rencontre avec le numéro 1 de médias congolais. Nous sommes très impressionnés par la réunion que nous avons eue avec le ministre ce matin. Nous sommes aussi contents de pouvoir aider le gouvernement dans la mesure où il y aurait un problème d'usurpation d'identité sur Facebook
nous sommes prêts et prêts à aider et résoudre ce problème. With issues that they may have related to usurpation of identity. La société Facebook venait de répondre ainsi aux préoccupations des autorités congolaises. Comme le démontre cette capture d'écran, Lambert Mende n'a plus de compte Facebook sur sa page officielle. C'est l'année que la première suppression de la série, d'autres comptes usurpateurs des identités des autorités RD congolaises le seront bientôt. Affirmation du conseiller en charge des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au ministère des Médias, Mandak Katako. Première étape de la visite d'inspection du ministre de la Santé publique, l'hôpital général de Kintambo. Ici, le docteur Félix Kabange-Numbi a fait le tour de quelques pavillons pour s'assurer de l'effectivité du service minimum. Il ne s'est pas empêché de consulter quelques enfants et même de prendre en charge les frais des examens. Juste après, le numéro 1 de la santé publique, RD Congolais, a pris la direction de la clinique Ngaliema. Ici encore, Félix Kabange-Numbi a fait le même exercice avant de se mettre à la disposition du personnel en grève qui exprime ses revendications. Nous réclamons la prime de risque. Les médecins ont réclamé, ça fait 3 fois qu'ils ont eu la prime de risque et la dernière augmentation, c'est 250 000 francs congolais par personne. Mais chez nous, il n'y a absolument rien. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous ces personnels dehors en train de réclamer. Nous avons besoin de recevoir une réponse favorable. Tout en reconnaissant que leurs revendications étaient fondées, Félix Kabange-Numbi a déploré l'absence du service minimum. Il les a invités à pallier cette insuffisance. Je me suis rendu compte malheureusement que vous avez fait une grève sèche immédiatement. Et ça ne se fait pas. Vous avez décrété une grève de 10 jours. Cette grève n'était pas sèche. La radicalisation doit se tenir lorsque les négociations n'aboutissent pas. Mais curieusement, automatiquement, vous avez séché tous les services. Je pense que là, je vais recourir à votre conscience, à votre amour du prochain. Je vais recourir à votre sens du devoir en tant que personnel de santé pour que dans les hôpitaux, vous puissiez mettre un service minimum en attendant que nous puissions terminer les négociations. Notons que le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, a aussi visité l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, où il s'est adonné au même exercice. L'Association pour l'unification du droit en Afrique est un partenaire de taille de l'OADA. En séjour à Kinshasa, sa délégation a été d'abord reçue par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, sous le guide. Steve Mickey, est-ce que vous avez été déjà piraté par... est-ce qu'une de vos comptes Facebook a déjà été piratée? Oui, déjà, ça a été piraté. D'ailleurs, la personne qui avait piraté vit en Allemagne. Donc, elle a été ici, elle a été poursuivie par la justice, elle a fui et puis a été condamnée par le tribunal. C'est un fléau. Je crois qu'il faudrait qu'on développe un mécanisme ici pour essayer de dénicher la cybercriminalité et puis de frapper très dur ceux qui les font. Est-ce que le Parlement parle déjà de cette loi? Est-ce qu'il y a déjà des lois par rapport à ça? Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Pas encore, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux aujourd'hui, on vit avec. Hein? Je pense qu'il nous faut absolument, moi je vais y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une loi pour réglementer ce secteur. Hein. Il y a trop de crimes qui sont commis sur les réseaux sociaux, il y a même mort d'homme, il y a des gens qu'on tue, tout ça. Il y a des gens qu'on fait chanter et tout ça. Moi, je crois qu'il est grand temps que nous puissions légiférer sur la question. Moi, je vais absolument y penser. Par rapport aux autorités congolaises, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous sillonnez les nets, il y a des comptes qu'on dit du chef de l'État, du compte du Premier ministre, de comptes Twitter, partout. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ces comptes leur appartiennent? Parce qu'eux-mêmes, officiellement, ne le disent pas. Alors, comment savoir que ces comptes-là sont bien à eux ou ces comptes sont piratés? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nos autorités congolaises ne sont pas très antiques, en tout cas. Bon, c'est vrai, ils ne sont pas trop antiques. Aujourd'hui, la meilleure façon de communiquer avec la majorité des jeunes, c'est par les réseaux sociaux. Hein. C'est important qu'on puisse voir comment est-ce qu'il peut y avoir des comptes qu'on ne sera pas piraté. Pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on légifère. Mais dans tous les cas, c'est très important. Moi, je suis tout le temps sur Facebook.
que vous me suivez. Et je vous suis sur Twitter. Je discute avec les jeunes de partout du Congo. On échange, même s'il y a des côtés négatifs. Hein. Il y a des positifs aussi. Mais pour arriver à bloquer cette cybercriminalité, il nous faudrait vraiment arriver à avoir une loi. Vous avez suivi la décision du ministre de la Santé hein, par rapport à la paye des médecins. Les médecins ont fait leur grève, ils estiment ne pas être payés, pas avoir eu leur avantage, leur prime de risque. Non, les infirmiers. Les infirmiers, donc, merci. Oui. Oui, par rapport à leur prime de risque. Hein. Ah oui, ça c'est normal. Hein. Dans toute société, il y a des revendications, on peut faire la grève. Donc c'est ça la vie normale d'une société. Je crois que les dirigeants vont, n'est-ce pas, s'épancher sur leur cas pour trouver une solution adéquate. Parce que déjà dans nos hôpitaux, il y a à boire et à manger. Hein. Il ne faudrait pas que les infirmiers soient encore trop mécontents pour faire un mauvais travail. J'espère, j'encourage le dialogue social entre le ministère de la Santé avec les infirmières. C'est vrai qu'on a l'impression que vous parlez de dialogue, Steve Biquet. C'est vrai que le dialogue, vous avez l'impression, on se base que sur les élections. Pourtant, les Congolais ont d'innombrables problèmes. Est-ce que dans le dialogue, par exemple, qui va se passer, est-ce que vous allez tenir compte du social du Congolais? C'est pour cela que... Est-ce que vous allez vous focaliser seulement sur les élections? Pourtant, comme vous l'avez si bien dit, il y a des infirmiers qui sont en grève, il y a des gens qui meurent de faim, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Vous allez vous focaliser que sur les élections? Non, mais c'est pour cette raison que moi, je suis opposant au régime actuel. Je suis opposant parce que je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir les choses, de ces régimes-là. Je ne suis pas d'accord avec leur projet de société, s'ils en ont un. Parce que c'est seulement qu'ils parlent de la révolution de la modernité. Voilà pourquoi nous, on a créé ce que nous appelons la NCPS, Nouvelle Classe Politique et Sociale. On fait l'opposition nationaliste qui nous amène à avoir un projet de société bien clair et pour avoir un programme de gouvernement qui puisse résoudre les questions de la population. Dans tous les cas en Afrique, madame, même s'il y a changement de régime, tant qu'il y aura la mainmise sur nos ressources par l'étranger, tant que l'Afrique sera toujours un réservoir de matières premières pour notre continent, rien ne marchera. Qu'est-ce que vous faites vous-même de votre propre richesse? Nicolas Sarkozy l'a dit. C'est pour cela que je vous dis. Qu'est-ce que vous faites de vos richesses? C'est pour cela que moi, j'aimerais un jour diriger ces pays. Moi, chef de l'État, en tout cas, je vais commencer par donner Ça me rappelle François Hollande, moi, chef de l'État. Bien sûr que oui. Ou quand je le serai, commencer par donner 3 ans, 4 ans pour arrêter l'exportation de nos matières premières à l'état brut. Nos grumes, nos cuivres, notre diamant, notre coton. C'est ça, là, nos malheurs. On va le vendre aux gens qui fixent des prix de ces matières premières. Pourquoi ne pas négocier avec les gens qui vont venir installer ici les instituts d'information pour que nous puissions d'abord avoir de l'emploi pour les Congolais, avoir des taxes et tout ça. Et pour le faire, je ferai quoi, madame? Chaque année, j'enverrai en Chine, États-Unis, France, Italie, aux frais de l'État, au moins 1000 garçons et filles surdoués pour importer ce qui est plus cher, c'est la connaissance. Ici, on importe quoi? Les aiguilles, le riz et consorts. Il faut importer le savoir-faire et le savoir. Et c'est là que nous sommes incapables de transformer nos matières premières en bonheur pour notre peuple. Et pour ça, j'ai un projet, madame. J'ai tout un projet de société par rapport à ça. Mais quand je vois beaucoup de partis ici, c'est le blabla, excusez-moi le terme. Hein. Celui qui pense qu'il a un bon projet est meilleur que le mien, eh bien, j'aimerais un débat contradictoire, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si quelqu'un pense qu'ils ont un programme qui peut dépasser, par exemple, de la NCPS du Parti travailliste, eh ben, je serais bien disposé. Et c'est comme ça que nous sommes opposants. Pas parce qu'il faut insulter Kabila, Matata, ou qui que ce soit, c'est parce que nous voulons démontrer qu'on peut faire mieux que construire un immeuble intelligent, alors que Barumbu, c'est tout un village à côté de la ville, et Kinshasa. Au lieu de cet immeuble, moi je construis des immeubles à Barumbu et Kinshasa pour les citoyens, au lieu de construire pour 8 ministères. Donc, j'ai tout un programme pour ça, et voilà pourquoi j'ai dit que tant qu'on ne changera pas, on ne sera pas indépendant face à l'Occident et aux autres, on peut beau changer de régime, des présidents, rien ne va changer. Rien ne va changer. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons, nous prenons le volet socio-économique. Mesdames et messieurs, notre rédaction vous propose donc la première production de la société Sekamine et l'affaire du bâtonnier Mouyambo. La voici,
La toute première cathode de cuivre produite par la Sino-Congolaise de Mines, dévoilée simultanément par la ministre du Portefeuille et le vice-gouverneur d'Exim Bank chinoise. Elle est une preuve qu'un pas considérable vient d'être franchi par la SICOMINE, mais également dans le volet minier du contrat sino-congolais. Pour cette première phase, l'on vise une production annuelle de 125 000 tonnes de cuivre. Les ambitions de la SICOMINE sont loin d'être à la baisse, d'autant plus que pour la deuxième phase, cette société espère une production annuelle de 250 000 tonnes de cuivre raffiné à 99%. Des objectifs rassurants et qui viennent dissiper toute inquiétude autour du remboursement de la dette de la Chine par la RDC. Quand il parlait de la reconstruction de la RDC, personne ne pouvait penser qu'un jour, on pouvait utiliser nos ressources naturelles pour reconstruire le pays. Et ici, c'était des marécages, c'était un terrain auquel personne ne pouvait assister. Et aujourd'hui, avec la coopération sino-congolaise, avec les efforts du chef de l'État, sa détermination, aujourd'hui nous avons un projet de coopération qui donne des résultats. Avec ses gisements de 10 millions de tonnes de réserves en cuivre et 6 millions en cobalt, la SICOMINE se dit déterminée à devenir d'ici peu le premier producteur en Afrique de ces minéraux et 10e du monde. Dans l'entretemps, il est prévu la construction d'un barrage hydroélectrique à Boussanga, histoire de permettre à la SICOMINE de relever les défis. Pour rappel, la SICOMINE, bien avant sa mise en production, a déjà financé la construction, la réhabilitation et la modernisation de plus de 12 projets d'infrastructure et 34 projets sociaux en faveur des communautés locales de Kolwezi. Cela fera bientôt 300 jours à peu près depuis l'arrestation et la détention de Jean-Claude Muyambo à la prison centrale de Makala. Le président de la SCOD est poursuivi par le parquet général de la République pour abus de confiance, rétention illicite des documents et stélionnat en faveur d'un sujet grec, lesquelles accusations ont toujours été rejetées par les collèges des avocats de Jean-Claude Muyambo, dont l'état de santé a atteint un niveau inquiétant et allant jusqu'à pousser ses avocats à solliciter sa mise en liberté provisoire pour bénéficier de soins de santé à l'étranger. Demande qui est restée sans suite jusqu'à ce jour. Voilà que l'affaire tire l'attention des Washington et Paris qui ont plaidé dans le même sens dans une correspondance adressée à Kinshasa. La nouvelle donne une lueur d'espoir aux avocats de Muyambo. Le président François Hollande, au travers de son directeur de cabinet, ils ont répondu, ils ont dit que le président François Hollande était informé de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et qu'ils prenaient cette affaire au sérieux et ils vont s'impliquer personnellement. C'est tout comme aussi le président Obama qui a lui-même répondu, qui a signé cette lettre lui-même, qui a dit qu'il connaissait la situation qui s'est passée en République démocratique du Congo. Il n'a pas oublié, il est aussi en train de s'impliquer personnellement. À noter que depuis son arrestation et sa détention, Jean-Claude Muyambo n'a jamais été confronté ni aux plaignants ni aux témoins, ce qui pousse certains observateurs à dénoncer un procès politique. Steve, mais qu'est-ce que pour vous, le cas Muyambo, est-ce un procès politique? Est-ce de l'acharnement envers le bâtonnier Muyambo? Non, je n'aime pas souvent prendre des dossiers comme ça sans avoir tous les paramètres et commencer à mettre un avis. Je crois qu'il faut aller en profondeur, prendre le dossier pour l'étudier. Mais moi, je l'ai répertorié sur base des éléments que j'ai reçus de lui comme étant prisonnier politique. Ça, c'est un point de vue. Et il est sur ma liste que j'avais transmise, même si les gens me demandent où est-ce qu'on en est. Mais au dialogue, je vais répondre sur cette question des prisonniers politiques. Faut qu'il soit libéré. Vous vous battez pour qu'il soit libéré ou oui, qu'on allège la peine? Non, parce qu'il n'est pas recondamné. Je ne peux pas dire avec fermeté que c'est politique ou pas politique. Mais sur base des éléments qu'on m'a donnés, j'ai mis sur la liste de bien d'autres personnes et je continuerai à combattre pour eux et je continue à le faire d'ailleurs, même si je ne fais pas de bruit. Et au dialogue, je vais bien lutter pour qu'il y ait une résolution ou alors un point d'accord pour libérer les prisonniers politiques. Mais on va étudier tous les cas pour voir si réellement le cas est politique ou pas. Mais je dénonce cette affaire de dire François Hollande a écrit, nous ne sommes pas la France ici. Obama a écrit.
je veux bien qu'on fasse pression nous-mêmes, Congolais, même des marches contre ces arrestations arbitraires et tout ça, et quitte à dire, nous ne sommes pas une province des États-Unis, nous de la France. Et ça, nous, la NCPS, on n'est pas d'accord avec cette dépendance. Je savais que vous allez réagir. Ah oui, nous, c'est pas comme ça, là. Non. Et par rapport à la États-Unis, on tue les gens chaque jour aussi, avec la peine de mort, qui est condamnée partout dans le monde, mais ils n'ont pas changé. Ils sont forts économiquement, ils sont forts diplomatiquement, oui, voilà. ils sont forts alors moi je crois que faisons de même. Battons-nous pour l'opinion politique, mais ne me dites pas que François Hollande a écrit au Obama, moi je rejette ça. Par rapport à la SICOMIM, vous avez vu quand même, nous avons parlé d'ailleurs avant des matières premières, vous avez vu la SICOMIM a sorti maintenant, a transformé un tout petit peu ce cuivre. Mais c'est pourquoi je vous dis que moi je suis opposant au régime du président Kabila par rapport à leurs idées. Leurs idées c'est ça, donner... n'est-ce pas, une surface aux Chinois, exploiter le cuivre, exporter ça, et puis consommer de route. Non, mais là on nous vole, là on nous pille. Pourquoi ça? Non, pourquoi ne pas négocier avec eux? D'accord. Ils ont donné quelque chose pour les infrastructures, ils ont des projets sociaux, il y en a. Projets, elle a dit, il y a des projets sociaux par rapport à ça. On pouvait créer des emplois, là on ne crée pas autant d'emplois avec ça. Et aussi, notre pays doit quand même exporter les produits finis. Mais pourquoi on n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, quand ils prennent ces cuivres, il faut payer le transport. C'est comme les Belges, ils n'ont pas aimé ces pays. S'ils aimaient bien, ils auraient construit à côté de la GECAMIN une industrie de transformation de ces cuivres. Par exemple, en fil électrique et consort. Pourquoi prendre le cuivre à Lubumbashi, payer le transport jusqu'à Ilebo, payer à Kinshasa, payer à Matadi, jusqu'en Europe? On paye trop cher. Que si on avait installé sur place au Congo les industries pour transformer ces matières premières. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il fallait négocier avec les Chinois. Bien sûr, c'est pour eux. Mais il faut tout faire ici, exploiter à côté et transformer de l'autre côté pour que tous on puisse gagner réellement. On le conçoit comme une forêt où vivent les animaux, où les gens viennent cueillir les mangues, les oranges pour aller faire du jus que nous ne pouvons pas faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique. Nous allons terminer par cette note triste, mesdames et messieurs, par la levée du corps de notre estimée, regrettée consoeur Esther Abedi et par la clôture du Tour du Faso. Cris de détresse, émotion, pleurs, voilà l'ambiance qui a marqué les obsèques de la journaliste et directeur général de la chaîne de télévision Africa TV. Esther Abedi Sabou, c'est d'elle qu'il s'agit, à en croire les chevaliers de la plume, laissé un vide immense dans la presse congolaise. La corporation de professionnels de médias, membres de famille, amis et connaissances, tous ne pouvaient pas contenir des larmes face à cette disparition tragique. Esther Abedi Sabou, non seulement elle était dynamique ou active dans l'exercice de son métier, avait aussi plusieurs atouts. Tous les journalistes ou presque affirment avec beaucoup de peine que sa mort est extrêmement une grande perte pour la corporation, mais également pour le pays. Mon Dieu, qu'il puisse bien la garder là où elle est partie. C'est le chemin de tout le monde. Nous finirons par y aller tous, mais c'est une grande perte pour la presse congolaise, surtout quinoise. Bon, elle est partie trop vite. Pour moi, je continue toujours à dire qu'elle n'est pas morte. C'est vraiment une compétence qu'on vient de perdre. En ce monde actuel où la femme doit occuper une place de choix, Esther l'a prouvé. Diriger une entreprise de presse, c'est pas facile. Elle était directrice générale de Africa TV, mais elle était vraiment sur le terrain. C'est pas comme nos chefs de fois, on veut que pour tourner une proximité, il faut envoyer un reporter, un journaliste simple. C'est une perte. Après la levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema, le corps de l'illustre disparu a été acheminé à la chaîne de télévision Africa TV, puis au domicile de la défunte, avant son exposition ici à la place Beauvon à Lingwala. Décédée le samedi 7 novembre dernier, suite à une courte maladie, Esther Abedi Sabou sera conduite à sa dernière demeure ce jeudi 12 novembre 2015. Elle restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Du 30 octobre au 8 novembre 2015, le Burkina Faso a vibré au rythme de la 28e édition du Tour du Faso dénommé Édition de la Transition. Plusieurs pays avaient pris part à cette compétition internationale de la BECAM, à savoir l'Érythrée, l'Allemagne, l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, la RDC y compris le pays organisateur, le Burkina Faso avec 3 équipes.
Au terme de 10 étapes, c'est le coureur marocain qui a gagné le maillot jaune de ce Tour du Faso. Les léopards du vélo se sont contentés de la 7e place au classement général suite aux pannes mécaniques et surtout avec la lourde chute du coureur Doukwabumba Fiston lors de la 8e étape comprise entre Bobo Dioulasso et Dédougou. Le président du comité national d'organisation, Alassane Ouagraoua, apprécie ici les niveaux techniques des coureurs congolais. L'équipe congolaise est une très bonne équipe. Mais j'ai remarqué que l'équipe congolaise n'a pas beaucoup de compétition. Alors, il y a des garçons très courageux, il y a des sportifs qui connaissent réellement, qui aiment le vélo, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus de compétition aux Congolais pour pouvoir en tout cas mieux s'aguerrir. Alors, ils ont terminé le tour, ils ont mené des échappées, ils sont dans les bons coups. Je dis merci à la Fédération congolaise pour les appuis, l'appui qu'ils font à la fédération, particulièrement aux cyclistes. Mais je leur lance un appel afin qu'ils voient dans quelles possibilités ils peuvent envoyer les cyclistes congolais dans des grandes écoles. En participant à ces genres de compétitions, les coureurs congolais acquièrent l'expérience car l'objectif principal du gouvernement congolais et de la FEC aussi est de placer la RDC parmi les meilleures nations de cyclisme en Afrique et de placer la RDC parmi les meilleures nations de cyclisme en Afrique et au monde. Voilà, Steve Bika, nous sommes vraiment à la fin. Un petit mot pour Esther Abedi. Est-ce que vous l'avez connue personnellement? Est-ce que vous avez participé à l'une de ses émissions? Oui, elle m'a déjà reçu. Hein. C'était une très bonne dame. Hein. Tu as vu à son deuil comment il y a eu beaucoup de gens qui ont compati avec. Tout ce que je peux, c'est de réitérer encore mes condoléances à son mari et puis à sa famille. Hein. Vous savez, la mort, ce n'est qu'un changement de vie. Hein. Donc, il ne faut pas dramatiser ça. Nous sommes tous à changer la vie un jour. Si nous sommes de France et qu'on sort, qui sait, si dans l'au-delà on sera encore mieux qu'ici. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire des problèmes. Les partis, après, c'est à notre tour. Voilà. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission aussi. Voilà, le Tour du Faso. Quand même, les Congolais y ont participé, mais on demande à ceux qui participent à beaucoup de compétitions pour qu'ils s'efforgent. Nous avons des grands cyclistes, donc bravo à vous. Vous avez représenté la République démocratique du Congo, Burkina Faso. Merci donc à toute l'équipe technique, à Guy Lukoki et à toute la régie qui a permis à ce que cette émission soit bien visionnée chez vous. Merci à mon invité Steve Mbikaï. En tout cas, je l'ai pris à pied levé, mais il a été vraiment disponible pour Info 7, car faire passer son message, c'est un politique, donc le message est très très important. Alors merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est très capital, nous partageons, nous débattons dans ces réseaux sociaux et nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, sinon pas plus, le dimanche prochain, Inch'Allah.